Jane and I'm an alcoholic. Hi, Jane. Hey, Jane. Step 5. Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs. 6. We're entirely ready to have God remove all these defects of character. 7. Humbly asked Him to remove our shortcomings. 8. Made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. Have a good convention. Et pour faire la lecture des 4 dernières, on les fera en espagnol, j'ai demandé à Geoffredo, s'il vous plaît. Buenas tardes a todo el mundo, mi nombre es Godofredo, soy un alcohólico. Bonjour, Geoffredo. Y estos son los 4 siguientes pasos en español. El número 9. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Número 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Número 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Número 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y practicar estos principios con todos nuestros asuntos. Muchas gracias, muy buena convención. Merci à tous. Vous savez que la conférence ici est un petit peu différente des autres. C'est une conférence qui est faite par des personnes qui sont pas membres. On appelle ça AA vu de l'extérieur. Et aujourd'hui, on est dans le volet l'alcoolisme vu par le doc. Le docteur Luc Lapierre a débuté sa pratique en médecine familiale en février 2011, mais avec une orientation spécifique en gestion des troubles de la dépendance et des problèmes psychiatriques associés. Il est d'ailleurs certifié du Collège américain de la médecine de l'addiction depuis décembre 2012 et ainsi reconnu comme spécialiste dans ce domaine. Agissant comme médecin conseil au Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides à Saint-Jérôme, anciennement c'était le Centre André Boudreau. Dr Lapierre a concentré sa pratique clinique au Centre de réadaptation Nouveau Départ à Ville-Mont-Royal, où il a été initialement formé par le Dr Jean-Pierre Chiasson, directeur médical. Le Dr Lapierre est un jeune médecin, comme on peut voir, impliqué auprès de la communauté scientifique et s'intéresse à la formation de ses pairs. Il a d'ailleurs participé à plusieurs séminaires à titre de conférencier invité sur des sujets concernant les troubles de dépendance. Donc, je répète encore, la conférence d'aujourd'hui s'appelle « L'alcoolisme vu par le doc ». Merci, Yvon. Accueillons Dr Luc Lapierre. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Luc et je ne suis pas un alcoolique. Mais, à part, je connais quand même assez bien la maladie sans la connaître personnellement, bien qu'il y a des gens dans mon entourage qui en souffrent. En fait, tout le monde sur la planète, je crois, connaît quelqu'un qui est alcoolique. C'est presque une évidence pour moi, parce que, vous allez voir, je vais vous présenter des statistiques. Au moins 20% de la population souffre d'un problème de consommation. C'est énorme. Je viens ici d'une façon bénévole, parce que ça fait plaisir de partager mes connaissances. Puis c'est pas souvent qu'on a la chance d'avoir l'expertise d'un médecin qui vient vous parler de ce qu'est l'alcoolisme en termes médicaux. Et il n'y a pas beaucoup de médecins non plus qui connaissent l'alcoolisme de cette façon-là. Je reste humble quand même dans mes connaissances, je connais pas tout, je demeure un jeune médecin, mais je demeure un des seuls, un des rares, du moins au Québec, à être engagé dans cette profession-là, dans ce type de pratique-là.
Et beaucoup reste à faire encore pour former les prochains médecins dans ce domaine-là. Alors, comme l'a si bien dit Yvon, je pratique actuellement essentiellement au Centre de réadaptation en dépendance Nouveau Départ. C'est la clinique Nouveau Départ à Ville-Mont-Royal, une clinique privée, mais on a obtenu l'accréditation du ministère de la Santé du Québec pour être désigné comme un CRD, un Centre de réadaptation en dépendance, comme tous les centres en réadaptation en dépendance dans chacune des régions du Québec. À Montréal, c'est le Centre de l'Art Cormier. À Laval, c'est le Maillon. Dans les Laurentides, c'est André Boudreau. Sur la Rive-Sud, dans Montérégie, c'est le Virage. Vous avez tous entendu ces noms-là, je suis certain. Donc, on est le seul CRD privé au Québec actuellement. Il y a d'autres maisons de thérapie, naturellement, mais ce ne sont pas des CRD. Ce ne sont pas des centres de réadaptation en dépendance en ce point-là. Donc, avant d'aller plus loin, je vous l'ai dit déjà, c'est bénévole ce que je fais aujourd'hui. La clinique Nouveau Départ, juste pour faire un petit survol, a été fondée en 1985. Docteur Chiasson, ça fait 41 ans cette année qu'il est pertinent. Et c'est lui qui m'a formé en grosse partie dans le milieu. C'est lui qui m'a permis d'être ici aujourd'hui parce que si c'était pas de lui, pas que j'avais des problèmes de consommation, mais j'avais des problèmes dans ma vie. Mais lui, il a cru en moi, qui m'a permis de prendre la bonne track puis de me permettre de devenir médecin. Alors, chapeau à Dr. Chiasson. Et puis, l'approche que j'ai appris, moi, c'est d'intégrer les problèmes de consommation avec tous les autres problèmes de la vie, avec une approche biologique, spirituelle, psychiatrique, psychologique, financière s'il le faut, sociale et familiale. Ça inclut tout l'alcoolisme parce que ça l'affecte toutes les sphères de votre vie. Alors, si on n'a pas une approche intégrée pour traiter l'alcoolisme, les toxicomanies, souvent on a de la difficulté et on passe à côté. Le Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides, anciennement le Centre André Boudreau, j'y ai travaillé durant ma première année de pratique 3 jours semaine comme médecin responsable de la désintox à l'interne. Pour ceux qui viennent de la région des Laurentides, il y a plusieurs points de service. Puis pour ceux qui habitent dans d'autres régions, n'hésitez pas à contacter les ressources. Vous allez les trouver sur Internet dans les pages jaunes à l'Association des centres de réadaptation du Québec. Je vais vous en parler à la fin de la conférence. Donc, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Comment se manifeste l'alcoolisme d'un point de vue physique et psychologique. Qu'est-ce que le sevrage d'alcool? Comment on le traite? Comment on traite l'alcoolisme et les toxicomanies en général? C'est quoi l'avantage, du moins ma vision, de l'avantage d'avoir le mouvement en A dans le traitement? Et c'est quoi mon expérience de la maladie et du rétablissement de cette maladie-là? Donc, quelques statistiques sur l'alcoolisme et les problèmes de consommation. Cette statistique-là vient d'une étude effectuée en 90 aux États-Unis qui montrait que, au total, 20% de la population souffre de troubles de consommation de substances psychoactives. La SPA, c'est pour ça. Donc, ça demeure la pathologie psychiatrique la plus importante en termes de pourcentage, comparé à toutes les autres maladies psychiatriques. Si on regarde au niveau de la consommation d'alcool chez les 15 ans et plus, une statistique qui date de 98, vous voyez ici sur les buveurs actuels, il y a 80% de la population qui consomme de l'alcool. De ces consommateurs-là, de ceux qui consomment 14 ou plus consommations par semaine, c'est minimum 2 par jour, 10% de la population. Donc, 10% de la population, au minimum, a un problème de consommation excessive. Puis vous avez tous vu passer là, dans les derniers mois les annonces de la SAC qui disaient que pour une femme, il me semble que c'est 9 consommations, il y en a d'autres c'est 7, ça dépend des législations. Puis pour un homme, c'est 12, 14 par semaine au maximum, puis on ne recommande pas de prendre plus que
4 consommations dans une même séance. Au-delà de ça, c'est délétère pour la santé. Ça ne veut pas dire que vous devenez alcoolique si vous consommez plus. Ça veut juste dire que ce n'est pas bon pour votre santé au niveau de l'atteinte des organes. Le pourcentage de consommateurs d'alcool en 2003, c'était 90%. Si on compare avec la France, à cette même année-là, c'était 82%. Donc, en principe, au Québec, il y a plus de consommateurs d'alcool qu'en France, selon les statistiques. 13,6% des Canadiens sont des buveurs à risque sur une période d'1 an. Puis, quand on regarde dans la population générale aux États-Unis, dans les 30 derniers jours, lorsqu'ils ont fait le recensement en 2010, 23% des personnes avaient tendance à faire des binges, de boire en brindes, c'est-à-dire de boire jusqu'à ce que presque mort s'en suive. Et 7% avaient des boires abondants, c'est-à-dire des boires excessifs. C'est quand même pas banal. Ce qui explique un peu pourquoi vous allez retrouver au moins une personne assise à côté de vous dans une population générale qui souffre d'alcoolisme. Donc, une fois qu'on a ingéré l'alcool, ça fait quoi? Bien, l'alcool, c'est toxique pour toutes les cellules de l'organisme. L'alcool, on s'en sert pour dissoudre les graisses. Hein? Si vous voulez effacer aussi quelque chose qui a de la gomme ou une tache sur le plancher qui a un peu de goudron, l'alcool peut faire l'affaire. Bon, des fois, le gaz à lighter est mieux, là. Mais le gaz à lighter est aussi pire pour le cerveau que l'alcool. Croyez-moi, il y en a qui en sniffent, puis ça ne fait pas des bons résultats. Donc, l'alcool est toxique pour le cerveau, pour les nerfs, pour l'estomac, l'intestin, le foie, le pancréas, les muscles, le cœur, la moelle osseuse et les cellules du sang. Un alcoolique de longue date va avoir des problèmes dans tous ces systèmes-là. Comment ça peut se manifester? Ben, déjà avec l'apparence générale, un alcoolique qui va avoir consommé va avoir une haleine éthylique, va sentir l'alcool. Il peut avoir une élocution ébrieuse, une dysarthrie qu'on dit, donc la difficulté à articuler parce qu'il est intoxiqué. Il peut avoir une hygiène négligée parce qu'il est trop sous pour être capable de s'occuper de lui. Des problèmes au niveau des muscles. Il va avoir une fonte des muscles, des troubles du mouvement des yeux, des troubles de coordination et d'équilibre, ce qu'on appelle l'ataxie, parce que principalement, il va avoir une atteinte au niveau du cervelet, qui est le petit cerveau derrière la tête. Il peut y avoir des contractures de Dupuytren qu'on appelle, c'est des contractures des tendons du 4e, 5e doigt. C'est pas parce qu'on a toutes ces manifestations-là qu'on est nécessairement alcoolique, parce que ces manifestations-là peuvent être produites par d'autres problèmes. Mais l'alcoolisme va les produire, ces manifestations-là, mais pas tout le temps non plus. Donc, et ça c'est vrai pour toutes les autres que je vais vous parler. Le contact direct de l'alcool avec les différentes muqueuses, ça c'est la peau interne, là, comme de la joue, de l'estomac, etc., ça peut amener à des cancers. Vous avez tous connu un alcoolique qui s'est ramassé à l'hôpital parce qu'il a fait une pancréatite sur une consommation excessive. Des hépatites, donc des inflammations du pancréas et du foie, là. Des engourdissements des mains et des pieds par l'atteinte des nerfs, qui peut être en partie, mais pas totalement réversible lorsqu'on arrête de consommer. Puis des troubles de mémoire, de la démence, parce que l'alcool, ça dissout les graisses, et le cerveau, c'est principalement du gras. Alors, il faut imaginer ce que ça fait. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Il n'y a aucune consommation d'alcool qui est jugée non à risque ou sécuritaire lorsqu'une femme est enceinte. Donc, une consommation durant la grossesse, peu importe la quantité, est tout le temps jugée à risque à cause de ces effets-là sur le cerveau. On ne sait pas quelle quantité peut être dommageable. Il y a des études qui ont montré qui semblent qu'ils ont recensé qu'une seule consommation peut avoir un impact à long terme sur la vie du bébé. Si on parle spécifiquement du foie, on peut développer une cirrhose. Une cirrhose, c'est une cicatrisation à outrance du foie avec une incapacité de fonctionner parce qu'il n'y a plus de cellules suffisamment présentes pour faire le travail de filtre. Puis quand le foie ne fonctionne plus, les hormones sont toutes mélangées, puis il n'y en a pas assez. On peut se ramasser avec des gros seins, le foie qui est gros, des douleurs au foie.
Au niveau de la peau aussi, vous avez tous connu un alcoolique qui avait un nez d'alcoolique, là, un brandy nose, c'est ça que je cherchais. On appelle ça de la rosacée, ou le nez qui devient plus gros, on appelle ça un rhinophyma. Il y a la rosacée peut être due à un problème génétique. C'est pas nécessairement parce qu'on boit de l'alcool qu'on a la rosacée, mais si on a la rosacée et qu'on boit de l'alcool, on empire notre problème pour sûr. Puis on va avoir de la rougeur dans les mains qui ne part pas, de la rougeur avec des petites bosses en forme de, un peu comme de la chair de poule, mais très mince au niveau du torse et du cou. On appelle ça l'érythème de Bachir, parce que c'est Dr Bachir qui l'a décrit vers 1984, ça. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a toujours le cou rouge, avec des petites bosses, c'est pas parce qu'il a pris un coup de soleil, c'est probablement parce qu'il boit un peu trop. Mais remarquez, il peut avoir eu un coup de soleil aussi. Donc, grosso modo, on essaie de mesurer le taux d'alcoolémie, le taux d'alcool dans le sang. Et lorsqu'on est rendu à 500 mg pour 100 ou 500 mg par décilitre, je ne sais plus, la souris est ici, il y a 500 qui est ici. En général, on est dans un coma profond, puis beaucoup de gens vont en mourir, mais j'ai déjà vu des alcooliques dans mon bureau qui avaient 400 mg pour 100, puis qui se tenaient pas mal debout. Il était un peu chambranlant, mais il savait où il s'en allait. Alors, il faut imaginer la tolérance que ces individus développent. Et moi, actuellement, je suis à 0%, je n'ai pas de symptômes de sevrage. Mais cet individu-là, lorsque son alcool descendait à peut-être 300 mg pour 100, il commençait à avoir des sevrages, puis à 200 mg pour 100, peut-être qu'il convulsait. Alors, il avait besoin, pour être normal, entre guillemets, pour fonctionner, pour que son cerveau soit stable, d'alcool dans son sang. Et si on enlève trop vite l'alcool, c'est là qu'on tombe en sevrage, ça peut être extrêmement dangereux, voire mortel. Le sevrage d'alcool est l'un des rares qui est mortel dans les substances. C'est des sédatifs comme les benzodiazépines, le phénobarbital qui est moins utilisé maintenant, mais qui l'était dans le temps, ce sont des substances qui peuvent amener le même genre de sevrage. Donc, au début, si je reviens au début, quand on prend un petit peu d'alcool, ça atteint le cortex frontal à des petites quantités. Le cortex frontal, c'est lui qui dit « Non, non, fais pas ça, faut pas que tu... Retiens-toi, c'est correct, il y a une belle fille, je fais rien. » Donc, mais quand vous avez de l'alcool, votre cerveau, il dit « Il y a une belle fille, c'est correct, je saute dessus. » Vous devenez désinhibé. Alors, c'est là que vous devenez un peu exalté. Alors, l'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux central. Ça endort. Mais à faible quantité, ça active à cause de ça, parce qu'on est désinhibé. Et plus on consomme, plus notre alcoolémie augmente, plus on devient patate, plus on s'effroie, puis plus on s'endort. Et puis à un moment donné, on se ramasse sur le plancher, engourdi pendant 12 heures, puis quand on se réveille, ben là, on a un muscle fondu, puis on est endolori pendant 2 semaines. Ou on s'est endormi sur notre bras comme ça, puis on demeure le bras paralysé pendant 2 jours parce qu'on a écrasé un nerf. Je fais des farces, là, mais c'est ce qui arrive. Donc, je vous demande pas de retenir tout ça, là, mais c'est juste pour vous montrer un schéma que l'alcool est dégradé dans le système en différents produits, dont l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, c'est du formol. Lorsque vous consommez beaucoup, l'alcool est transformé, l'éthanol est transformé en acétaldéhyde dans le corps. Et l'acétaldéhyde, c'est lui qui donne les maux de tête, les bouffées rouges, les bouffées de chaleur, les nausées, les vomissements. Quand on donne de l'antabuse à quelqu'un, c'est un médicament qu'on peut donner pour aider quelqu'un à ne pas rechuter. Ça empêche la dégradation de l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde s'accumule dans le système, puis la personne devient malade à la moindre goutte qu'elle consomme. Très utile pour maintenir l'abstinence dans les premiers jours, premières semaines. La personne qui devient malade, elle doit se ramasser à l'hôpital parce qu'elle a bu un peu. Des fois même, c'est juste de se mettre du parfum sur soi, parce que le parfum, c'est 70% d'alcool.
D'ailleurs, ceux qui ont été désespérés en tant qu'alcooliques ont sûrement peut-être déjà bu un peu de parfum. Je vous le recommande pas. On devient malade avec l'antabuse. L'acétaldéhyde, naturellement, le corps n'aime pas ça, donc il le transforme en acétate. L'acétate, c'est quoi? C'est de l'acide acétique, c'est comme du vinaigre, mais transformé, puis on l'élimine. Mais quand on a beaucoup, qu'on accumule beaucoup d'acide acétique, notre sang devient acide. Pourquoi qu'on a la gueule de bois le lendemain? C'est un peu à cause de l'acide acétique, puis ça favorise la déshydratation aussi. Il y a deux raisons qui font qu'on est déshydraté, parce que quand on en prend une, on en pèse deux. Puis, parce que l'acidité du sang fait qu'on ressent encore plus les effets de l'acidité. Il y a aussi, je ne vous demande pas de retourner tout le processus non plus, mais c'est un peu le même mécanisme là, de dégradation, mais dans chaque consommation d'alcool, il y a du méthanol, de l'alcool de bois. Il y en a de façon naturelle à cause des processus de fabrication, puis dans les alambics illégaux, il y en a encore plus. Alors, vous êtes mieux d'acheter votre alcool à la SAQ. Mais c'est encore drôle, parce que je vous dirais que les compagnies qui nous vendent du stock ici mettent plein de produits là-dedans, des colorants, des rehausseurs de goût, parce que la SAQ, sa job, c'est de faire du cash. Mais comme vous n'allez plus à la SAQ, ce n'est plus un problème. Alors, le méthanol, il se transforme, quand on en boit beaucoup de l'alcool, on produit aussi dans notre corps du méthanol. Et le méthanol qu'on produit dans notre corps, le méthanol qu'on prend qui arrive dans la bouteille, il s'accumule dans notre système parce que le méthanol est dégradé par les mêmes enzymes, par les mêmes processus que l'alcool dans le système. Mais quand il y a de l'alcool, le méthanol, lui, il attend son tour. Fait qu'il s'accumule. C'est pas si pire. Quand il s'accumule, c'est pas grave. C'est pas des grosses quantités suffisantes pour rendre aveugle. Parce que vous savez tous, quand on prend du lave-glace qui contient du méthanol, on peut devenir aveugle. C'est très dangereux. Il y a certains médecins qui ont, je ne vais pas rentrer sur une histoire morbide là, mais certains médecins qui sont devenus sous à cause de ça. Donc le méthanol, le problème, c'est quand on tombe en sevrage, là, lui, il commence à se transformer. Fait que le gros méthanol, la quantité de méthanol que vous avez accumulé pendant des années, qui reste stagnante là, qui ne veut pas s'éliminer parce que l'alcool l'empêche, il commence à se transformer en formaldéhyde. Formaldéhyde, c'est... Attends, l'acétaldéhyde, c'est pas du formol. Le formaldéhyde, c'est le formol, je me suis trompé. Ça, c'est du formol. Et le formaldéhyde ne se transforme pas en acide acétique, en vinaigre, il se transforme en acide formique, l'acide que font les fourmis, un acide très puissant. Donc, imaginez ce que ça fait dans vos cellules, surtout les cellules du cerveau. Autre raison qui fait que les sevrages d'alcool, non médicamentés, sans vitamines, etc., c'est dangereux pour le cerveau. Une façon de contrer un peu ces effets-là, c'est de donner des vitamines pour accélérer la transformation du méthanol. Donc, l'alcool affecte beaucoup de systèmes dans le cerveau, mais comme je vous ai dit, le cortex préfrontal, qui est ici, mais aussi le circuit de la récompense, qui est dans le système limbique. Je ne vous demande pas de retenir les termes, là, mais le circuit de la récompense, c'est un circuit qui existe. Il existe pour deux raisons. Parce que si l'humain n'aimait pas baiser puis n'aimait pas manger, en tant qu'espèce et qu'individu, on mourrait. On doit se reproduire. C'est le fun de se reproduire, c'est le fun de manger. On doit survivre. Alors, quand on prend quelque chose, une substance, ou qu'on fait un comportement qui nous donne une fausse impression de gratification avec une intensité importante, comme être allumé sur l'alcool, ou, vous avez sûrement tous entendu ça, un alcoolique, quand il est content, il fait ça, puis quand il est en pleurs, il noie ça.
Donc, d'une certaine façon, ça devient une gratification quand même, parce qu'on atténue la souffrance d'un côté, mais ça donne une gratification de le faire. Le message devient tellement puissant par rapport à ce qu'on peut recevoir quand on jouit ou quand on mange, que l'alcool devient la source principale de gratification. C'est le même principe pour les autres substances, c'est le même principe pour la personne qui a des troubles alimentaires, qui binge ou qui se met à jeun, parce que quand on est à jeun, on devient euphorique dans des états excessifs de jeûne. C'est la même chose pour le gambler, c'est la même chose pour la personne qui est dépendante au sexe ou qui a une dépendance affective. Il y a les mêmes mécanismes rentrent en jeu. C'est une maladie neurobiologique. Et l'alcool, à long terme, c'est neurotoxique. Ça, c'est le cerveau de Homer Simpson, pour ceux qui l'ont pas connu. Je ne sais pas si c'est à cause du bain ou de l'alcool, mais c'est peut-être les deux. C'est quoi la neurotoxicité? Mais c'est la toxicité des neurones, les cellules du cerveau. Quand on prend de l'alcool, on accélère la perte des neurones, la quantité de neurones. On atteint la capacité des cellules à se reproduire, puis à remplacer certaines vieilles cellules. Il y a une diminution du volume du cortex cérébral. Et si on parle de moins de cellules, on parle de fonctions du cerveau qui sont moindres. Et les fonctions du cerveau qui sont moindres, spécifiquement, vont nous amener à souvent être plus impulsifs, donc avoir moins de capacité à s'inhiber. Et à long terme, la maladie devient de plus en plus grave et ça devient de plus en plus difficile de maintenir son abstinence. Parce que les comportements de recherche d'alcool vont augmenter, parce que le cerveau va avoir appris que la seule façon d'avoir du plaisir, c'est par une substance. Et même si la personne consciemment se dit, ben non, je ne peux plus consommer, pouf, la première chose qu'il s'aperçoit, c'est qu'il est en train de boire, il est assis au bar. C'est la même chose qui se passe avec le cocaïnomane et les autres substances dans des états avancés de maladie. Je ne parle pas de dégénérescence du cerveau, je parle de la maladie qui est l'addiction. Donc, comment se développe l'addiction, l'alcoolisme? Je vous en ai déjà parlé. Parlons d'une définition avant, vous allez comprendre. Les troubles de la dépendance, c'est une maladie primaire, chronique, évolutive et potentiellement fatale, parce qu'on peut en mourir. Des circuits cérébraux qui impliquent les circuits de la récompense, de la motivation et de la mémoire. À un moment donné, tout ce qui importe, c'est la bouteille. Tout ce qui fait qu'on est heureux, c'est la bouteille. Tout ce qui fait qu'on est malheureux, c'est la bouteille. Et tout ce qui fait qu'on veut continuer à faire quelque chose, c'est la bouteille. Ça se résume à ça. On peut le définir d'une autre façon. Les troubles de la dépendance, ça se définit par ces 5 critères-là. L'incapacité à maintenir l'abstinence, une altération du contrôle des comportements, l'apparition de craving. Le craving, on peut le voir comme un appétit augmenté pour les substances ou les expériences gratifiantes. La diminution de la reconnaissance de ces comportements ou de ces relations qui sont problématiques ou qui causent problème. Eh non, c'est pas grave, tout le monde m'aime. Mais sauf que tout le monde veut te fuir aussi. Puis une réponse émotionnelle dysfonctionnelle. On pète les plombs pour rien, on a des peines exagérées, donc tous les up and down au niveau de la réponse des émotions. Mais surtout, c'est quoi le trouble de la dépendance? C'est le syndrome du déficit chronique de la gratification. Ou, comme dirait Dr. Chiasson, le désir sincère de vouloir manger de la marde. Donc, maintenant que vous avez une compréhension claire de ce qu'est l'alcoolisme, les principaux facteurs qui contribuent à la maladie, naturellement, il y a les gènes. C'est pas parce qu'on a des parents alcooliques qu'on va nécessairement le devenir, mais il y a des maudites grosses chances. Parce que les gènes font en sorte que le cerveau va se développer d'une certaine façon et va faire en sorte que le circuit de la récompense va être plus susceptible d'accrocher à des gratifications immédiates et illusoires. Donc, si vous avez des enfants en tant qu'alcooliques, ils ont plus de risques de développer la maladie.
maudite bonne raison de ne pas les introduire aux substances quand ils sont jeunes. On essaye autant que possible. Mais vous allez voir deux mouvements de pensée là-dedans. Parce que c'est correct, ils sont des éduques, ils vont apprendre à contrôler leur pouvoir. Puis c'est vrai s'ils ont un cerveau normal. Mais même encore, ça peut être risqué. Parce que même si on a un cerveau normal, entre guillemets, qu'on n'a pas la susceptibilité génétique, on peut quand même devenir alcoolique à force de consommer, et à force de consommer pour noyer une peine ou pour fêter quelque chose de festif. L'environnement peut nous amener à développer la maladie, un peu ce que je vous expliquais, à force de consommer. La résilience acquise par la personne, la résilience, c'est la capacité à passer par-dessus des obstacles et en faire quelque chose de positif. C'est pas tout le monde qui a nécessairement la capacité, comme un autre, de se relever après avoir tombé. C'est pas tout le monde. Il y a des choses qui s'apprennent aussi. À force de faire des thérapies, vous pouvez apprendre à développer des mécanismes, développer des outils pour arriver à le faire. Pas facile, par exemple. Et je vous dirais, c'est le travail d'une vie, comme le travail des 12 étapes et le travail d'une vie. Le contexte culturel, ben c'est sûr que si vous êtes né, je sais pas moi, à Mombokoutou, en Afrique, où il n'y a pas d'alcool disponible, ben vous serez probablement pas alcoolique. Mais si vous êtes né en Irlande ou au Québec, vous avez plus de chance. Donc, la ville n'existe pas, là, je viens de l'inventer, Mombokoutou, peut-être que oui, je sais plus. Autre facteur contribuant, donc les déficits dans la fonction du circuit de la récompense, comme je vous en ai parlé, donc ça revient aux gènes, l'utilisation répétée des substances ou des comportements dépendogènes qui donnent une gratification illusoire, les distorsions cognitives et affectives. La cognition, c'est la pensée. L'affective, c'est les émotions. Donc, on va avoir des visions distordues par rapport à la réalité, sur les perceptions des événements, sur le sens, les buts, les valeurs du comportement et des attitudes, sur l'attachement et la relation avec soi, comment on se perçoit, comment on perçoit les autres, puis on peut avoir, puis comment on perçoit ce qui nous rattache à l'univers, à Dieu, à la puissance supérieure comme vous la concevez. Donc la spiritualité. Si vous avez des troubles interpersonnels, un support social malsain ou inadéquat, ça n'aide pas. Si vous avez des traumatismes, des stresseurs qui dépassent vos capacités d'adaptation, bien facile de rechuter quand votre parrain vient de mourir ou que votre mère ou votre sœur ou votre conjoint vient de mourir. Je donne un exemple tragique, mais c'est la réalité. La présence d'autres troubles psychiatriques, les comorbidités, les morbidités qui viennent en parallèle. Une morbidité, c'est une atteinte de l'état d'équilibre ou du bien-être du corps. Donc, une comorbidité psychiatrique va augmenter les risques de développer un problème d'alcoolisme. J'y arrive. Donc, le développement de l'addiction se fait principalement à cause d'un problème qui se produit dans le cerveau. C'est une maladie neurobiologique. Ce n'est pas juste un problème social où c'est parce que vous manquez de volonté que vous avez développé le problème, puis parce que vous manquez de volonté que vous continuez à boire. Vous continuez à boire parce que vous n'êtes pas capable d'arrêter. Vous n'êtes pas capable d'arrêter, peut-être parce que vous ne voulez pas. Si vous n'avez pas fait la première étape, vous n'arrêterez pas de boire. Donc, si vous continuez à boire, peut-être qu'il vous manque un peu de volonté. Mais c'est pas parce qu'il vous manque c'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'arrêter que c'est un problème de volonté. Je ne sais pas si je suis clair, là. OK. Je le reprends. C'est pas parce qu'on n'est pas capable d'arrêter de boire que c'est un problème de volonté, mais ça prend de la volonté pour arrêter de boire. C'est clair? OK. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, la consommation puis l'addiction va atteindre principalement les circuits de ce qu'on appelle la dopamine dans le cerveau puis la sérotonine. La sérotonine vient agir sur les humeurs, la mémoire, l'apprentissage, les pensées, le sommeil. Puis la dopamine vient agir sur la récompense, la motivation, le plaisir, l'euphorie, la motricité, les compulsions, la persévération. La persévération, c'est de continuer à faire la même affaire,
même si on ne devrait pas faire. Donc, je mets ma main dans le feu, ouch, ça fait mal. Là, je fais mon Homer Simpson, oh, ouch, ça fait mal. Ouch, ça fait mal. Qu'est-ce que je faisais? Ouch, ça fait mal. Ou peut-être Doris dans, dans Nemo. Tu sais, le film d'animation de Disney, là, Doris, ce petit poisson qui se publie toujours. Voilà. Alors, je me surprends à faire des liens. Alors, comment on peut le concevoir en termes médicaux aussi, quand on est rendu dans un point où on fait ouch, puis on recommence tout le temps, donc on n'est plus capable de s'inhiber soi-même. En anglais, il y a Dr. Nora Volkow, qui est la chef du NIDA, National Institute of Drug and Abuse, qui a résumé ça par le Impaired Response of Inhibition and Salient Attribution, je vais les traduire en haut. Altération de la réponse de l'inhibition et de l'attribution de ce qui est porté à l'attention de la pensée. On n'est pas capable de s'empêcher d'aller chercher la bouteille et tout ce qui est important, c'est la bouteille. C'est ça que ça veut dire. Donc, je vous parlais des comorbidités psychiatriques, la toxicomanie plus les maladies psychiatriques. Donc, 37% des alcooliques ont des maladies psychiatriques, 53% des autres toxicomanies ou des autres troubles de consommation ont des maladies psychiatriques. On retrouve l'alcoolisme chez 40% des troubles anxieux, dépressifs, puis on retrouve l'alcoolisme chez 50 à 65% des troubles bipolaires, les maniaco-dépressifs. Le risque relatif de développer un problème de dépendance, selon les troubles psychiatriques, le risque relatif, c'est le nombre de fois par rapport à la normale ou à la population normale. Donc, si on souffre de troubles de personnalité antisociale, 21 fois le risque par rapport à la population normale. Si on souffre de manie, donc dans un épisode de manie quand on est bipolaire, quand on fait de l'exaltation, 6,9 de fois plus. Si on est schizophrène, 5 fois plus. Si on souffre de troubles anxieux généralisés, 5 fois plus. C'est bien normal, quand on est anxieux, c'est bien le fun d'avoir un petit peu d'alcool pour se calmer. Troubles de personnalité, 4 Les troubles de personnalité en général, si on exclut les troubles de personnalité antisociale. Quelqu'un qui a un trouble obsessif-compulsif, celui qui vérifie 15 fois les poignées de porte, par exemple, ou qui fait 15 fois le ménage de sa salle de bain, c'est des cas extrêmes, mais c'est un peu ça le top. 2,5 C'est un type de trouble anxieux. Les troubles addictifs, selon le trouble mental encore, n'importe quelle maladie affective, donc au niveau des émotions, 2,6 fois le risque par rapport à la population normale. Faire une dépression majeure, 2 fois le taux de la population normale pour développer un problème de dépendance. Si on est constamment un peu comme dépressif, sans jamais l'être vraiment, 2,4 fois. Maladie bipolaire encore, ça revient à peu près 7 fois. N'importe quel trouble anxieux, à peu près 2 fois. Puis la schizophrénie, ça revient à peu près 5 Donc, vous voyez que si on traite l'alcoolisme ou les toxicomanies sans essayer de comprendre s'il y a un problème en dessous de ça, on passe à côté aussi. Chez les toxicomanes en général, là je vous parle je fais une petite parenthèse sur les conséquences. 15 à 30 fois le risque par rapport à la population générale de se suicider. Chez les bipolaires, juste quelqu'un qui est bipolaire sans consommer, ce qui représente, selon ce que vous avez retenu, 10 à 15 j'ai dit 50 à 60 à 65, donc 30 à 35% des bipolaires n'ont pas de problème de consommation. 30 à 35% des bipolaires, donc eux vont avoir 15 à 20 fois le risque de la population normale de se suicider. Chez les bipolaires qui ont un problème de consommation, 30 à 45 fois le risque de se suicider par rapport à la population normale. C'est énorme. Et quand on consomme, la difficulté aussi, quand on est en intoxication, quand on est en sevrage, on peut présenter plusieurs symptômes, plusieurs problèmes. Puis là, ben, on a-tu un problème qui est induit par la consommation? On a-tu un problème qui est induit par le sevrage? On a-tu un problème qui était là déjà, qui est exacerbé ou masqué par la consommation? Grosse affaire.
c'est pas évident. Et c'est pour ça que dans les livres de médecine, ils disent tout le temps, il faut le fameux DSM. Le DSM-4, j'ai pas encore nécessairement lu le DSM-5, je sais pas s'ils regardent les mêmes critères, mais les livres de psychiatrie disent qu'il faut attendre minimum 1 mois d'abstinence avant de poser un diagnostic psychiatrique. Je vous dirais, des fois, ça va jusqu'à 3 mois, minimum, avant d'être capable de dire, bon, OK, ça semble vraiment être un trouble anxieux généralisé, on n'est plus dans le sevrage. Des fois, juste en posant des questions sur les périodes de la vie où vous n'étiez pas en consommation, on est capable d'émettre un diagnostic en fonction des symptômes que vous aviez. Alors, les périodes de non-consommation dans votre vie, je dis non-consommation, ça inclut toutes les substances, c'est très important pour nous en tant que médecins. Bon, il va falloir que j'accélère un petit peu parce qu'il nous reste juste 15... Ben, il nous reste une demi-heure au total, incluant les questions. Il y a 15 minutes de questions. OK. Il faut quitter à 2h30. OK. Alors, les mécanismes de sevrage et les complications, bien, quand l'alcool, je vous l'ai dit, c'est un sédatif. Ça atténue le système, ça l'endort. Fait que quand on habitue le cerveau à être endormi, mais lui, en arrière, ben, il s'active un peu, puis il fait comme un canard, puis il essaie de patauger plus vite. Puis, on atteint un état d'équilibre. C'est pour ça que quelqu'un à 200 mg% de taux d'alcoolémie dans son sang peut être tout à fait debout, à part avoir la veine éthylique, paraître tout à fait normal. Mais quand on enlève rapidement la substance, là, l'état d'équilibre qui s'était fait au fil des mois, des semaines, des mois, des années, est perdu. Le poids de l'alcool n'est plus là. Alors, le cerveau, qui est habitué à patauger rapidement, il tombe en hyperexcitation. Et l'hyperexcitation, ça fait quoi? Ça vous fait shaker, ça vous fait rendre nerveux. Vous avez les rump fits, les tremblements. Les rump fits, ça, c'est plutôt les genres de convulsions que vous faites faire pendant votre sommeil, ou même quand vous perdez connaissance. Et à la limite, ben, votre cerveau devient tellement en tempête que ben, il y a un shutdown puis vous en mourrez. Ça, c'est les cas extrêmes. Juste avant ça, avant les convulsions puis de mourir, ben, il y a un état de confusion qu'on appelle le delirium tremens. Vous avez tous connu un alcoolique qui s'est ramassé à l'hôpital, qui a été confus, qui n'était plus là, qui était sur une autre planète et qui a fait un délirium. C'est malheureux, mais chaque épisode, comme je vous l'ai dit, chaque épisode de sevrage non traité amène des dommages à votre cerveau. Vous fait en récupérer certaines composantes, mais inévitablement, ça vous amène à augmenter vos risques de développer une démence plus tard. Alors, on essaie d'éviter les sevrages à froid. Allez chercher de l'aide quand vous avez besoin de vous sevrer. Je passe les autres, là, mais ça affecte tous les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est des petits signaux chimiques, là, comme la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine. Ne donnez pas les noms. Faites juste penser à Janine, ça va peut-être allumer quelque chose. Donc, encore un cru instantané. Donc, les sevrages, les symptômes de sevrage de l'alcool spécifiquement vont amener dans une augmentation de votre activité de tous les systèmes. Votre rythme cardiaque va augmenter, vous allez suer, vous allez trembler, vous allez avoir une fébrilité, une agitation, votre tension artérielle va augmenter, votre température aussi même. Ça peut affecter la gestion du sucre et de l'insuline. Vous pouvez faire des hypoglycémies, des baisses de sucre dans le sang. Vous allez avoir des humeurs complètement up and down, avec beaucoup d'irritabilité, d'anxiété. Vous pouvez donc en arriver à halluciner, à avoir des convulsions, le délirium. Il y a une autre maladie qui peut se développer durant le sevrage qu'on appelle l'encéphalopathie de Wernicke. L'encéphalopathie, maladie du cerveau, qui est due à un manque de vitamine B1, de la thiamine dans le cerveau, durant le sevrage. C'est pour ça qu'on a tendance à vous donner des vitamines quand vous êtes en sevrage. Puis, éventuellement, si cette composante-là n'est pas traitée, vous pouvez développer ce qu'on appelle un syndrome de Korsakoff. Le syndrome de Korsakoff, c'est une démence qui s'installe à cause des sevrages. Et dans le fond, quand vous souffrez de syndrome de Korsakoff,
On vous parle, ça a l'air bien fluide, mais ça n'a ni queue ni tête. Vous vous souvenez de rien. Vous êtes capable d'inventer des histoires, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais vous êtes convaincu que c'est vrai, mais vous en souvenez pas en même temps. C'est ça la démence de Korsakov. C'est terrible. Donc, et un des symptômes de la rechute, un des symptômes, je viens de faire le lapsus, là, un des symptômes du sevrage, mais c'est la rechute. C'est un symptôme. Je vous passe les détails, là, je vous en ai parlé, là, de l'évolution du sevrage, mais tout simplement pour vous dire que le sevrage va évoluer vers les cas les plus sévères, vers les convulsions, vers les déliriums, s'il n'est pas traité. Et le traitement, je vais passer ça, le délirium, j'en ai parlé. Le traitement, le seul traitement qui évite d'évoluer vers un délirium tremens, vers des convulsions, vers des dommages, c'est de donner ce qu'on appelle les benzodiazépines. L'Ativan, le Valium, le Cerax, le Restoril, le Librium, bon, et j'en passe. Les principaux utilisés, c'est l'Ativan, le Valium, le Librium, pour des raisons médicales, là, parce qu'ils ont une plus longue durée de vie, donc ils permettent une meilleure stabilité pour la gestion des symptômes. Mais vous comprenez par ça que ces médicaments-là, on peut les concevoir comme de l'alcool en pilule. Donc, si vous avez une prescription de 1 an renouvelable par votre médecin de benzodiazépine et que vous êtes alcoolique, c'est pas une bonne idée. Si votre médecin vous prescrit des benzodiazépines parce que vous êtes anxieux, que vous êtes là-dessus à 3-4 fois par jour, c'est parce que vous avez fait un transfert de dépendance. Vous avez remplacé l'alcool par la benzo, puis vous maintenez votre état d'équilibre avec la benzo. Vous devez vous sevrer de ça, parce que la benzodiazépine, même si elle est moins dommageable que l'alcool, pour l'ensemble de votre système, amène des problèmes cognitifs, amène des troubles d'anxiété résiduels, puis des anxiétés rebond. Et de se sevrer de ça, c'est pas facile. Ça demande un suivi médical. Et la façon de gérer les troubles anxieux, c'est pas avec des benzodiazépines, c'est avec des antidépresseurs. Donc, si vous souffrez de troubles anxieux et que le seul médicament que vous avez, c'est des benzos, vous n'avez pas le bon traitement. Les benzodiazépines sont très efficaces, sont même miraculeuses quand les gens font des crises de panique. Et si vous êtes un alcoolique, vous avez votre flacon de benzo puis vous faites des crises de panique à tous les jours, c'est parce que vous êtes dépendant sur votre benzo. Alors, je ne vous dis pas plus, mais si ça vous allume des cloches, allez en parler à votre médecin, s'il vous plaît. Donc, une difficulté pour le médecin, c'est de savoir, cet individu-là qui a l'air sous, ben, il est-tu sous, il est-tu endormi, ou il a déjà commencé son sevrage? Des fois, c'est pas évident. Alors, quand on évalue le patient, on va d'abord documenter la dépendance à l'alcool, le type de consommation, depuis quand, etc. Naturellement, vous êtes tous des menteurs et vous minimisez tous votre consommation quand vous vous présentez à vous. Une fois que vous avez fait votre première étape, la 4e, la 10e puis la 12e, vous commencez à être un peu plus par rapport à la réelle quantité, mais des fois, vous en souvenez juste plus. Alors, on a tendance à, des fois, doubler la dose que vous nous dites. On ne vous croit jamais. En fait, Dr. Chiasson m'a appris une chose. On ne croit jamais un alcoolique, un toxicomane avant 2 ans d'abstinence et encore. Mais, il y a une chose qu'on croit, par exemple, à n'importe quel moment, c'est votre souffrance. La souffrance que vous avez, on y croit. Et on croit aussi à quelque chose de plus fondamental, la capacité que vous avez à trouver la force de vous rétablir. Si vous êtes traité par quelqu'un qui ne croit pas à vos chances, changez de thérapeute, s'il vous plaît. Allez voir n'importe qui croit en vous, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous en sortir. Et c'est pour ça que le mouvement DAA existe aussi. Alors, croyez en ce que vous faites, même si vous ne le croyez plus. Puis si vous ne le croyez plus, allez demander à quelqu'un qui y croit. Donc, on documente la dépendance, c'est ça que je disais.
On détermine la consommation, on fait l'examen clinique, les investigations, on prévoit les complications du sevrage, on détermine l'intensité du sevrage, on fait tout ça en même temps. Des fois, ça se passe en 30 secondes. Pour évaluer la quantité consommée, on a des équivalences, mais vous savez tous à peu près qu'une bière, c'est de 341 ml, 5%, c'est une consommation. Alors, on a tendance à spécifier un petit peu. Oui, docteur, je bois 3 bières. Mais la 3 bières, pour lui, c'est du 9% des King Can à 951 ml. 951 ml ou 1000 ml, ben c'est 3 consommations. À 9%, on double, on est rendu à 6 consommations pour une bière. Alors, on spécifie. Les complications du sevrage peuvent arriver pour plusieurs choses. Plus on est âgé, plus on a consommé, plus on a des signes de sevrage avec encore de l'alcool dans le sang. Si on a fait usage de d'autres substances sédatives comme les benzos, si on a d'autres problèmes de santé comme du diabète, des problèmes hépatiques, des atteintes cérébrales, un début de démence, si on a une infection, si on a une grossesse, si on a d'autres problèmes psychiatriques comme un schizophrène en sevrage, c'est pas une bonne idée, tu sais, ça va le faire décompenser aussi au niveau de sa schizophrénie. Alors, tout ça fait en sorte que les sevrages peuvent être quand même compliqués à gérer. Ça demande souvent une hospitalisation. Ceux qui arrivent à se sevrer à la maison, tant mieux s'il y en a ici, puis à se sevrer tout seul avec la petite prescription que le médecin d'urgence aurait prescrit sur 3, 4, 5, 6 semaines, ce qui devrait être fait sur 10 jours souvent. Peut-être que vous n'êtes pas alcoolique. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Mais en général, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez essayé plusieurs fois de le faire par vous-même, ça n'a jamais marché. Alors, ceux qui arrivent à le faire par eux-mêmes, en une seule fois ou deux, puis qui ne retouchent pas à l'alcool, ils n'étaient peut-être pas nécessairement alcooliques, ils avaient un gros problème de consommation, mais ils ont réussi à le gérer. Je ne pense pas que ce soit votre cas dans la salle ici. Je peux me tromper, il y a peut-être des exceptions. Parce que c'est ça la maladie. On va utiliser différents outils pour déterminer l'intensité du sevrage. Je vous passe les détails. Et comme je vous ai dit, l'accumulation de plusieurs épisodes de désintox, de sevrage non traité ou mal médicamenté, ça peut augmenter la sensibilité de l'individu au syndrome du sevrage. C'est un effet de kindling, un effet d'aggravation, d'exaltation, le kindling effect en anglais. Puis une persistance d'être susceptible encore plus à la rechute, même s'il y a des longues périodes d'abstinence. Aussi, les épisodes de sevrage accumulés rendent l'individu plus susceptible de développer des sevrages plus sévères, des complications médicales au sevrage. Je me répète un peu, mais je pense que c'est important de le dire. Je vous saute les détails, mais on donne la thiamine, la vitamine B1 aux patients qui sont en sevrage alcoolique pour protéger le cerveau puis éviter les encéphalopathies de Wernicke. Vous aviez oublié le terme. Et puis, on donne des doses encore plus hautes quand quelqu'un a une encéphalopathie de Wernicke durant son sevrage. Donc, comme j'ai dit, le seul traitement spécifique au sevrage d'alcool, ce sont les benzodiazépines. Les autres médicaments qu'on donne pendant le sevrage, c'est pour atténuer d'autres symptômes. Mais le seul qui va vous empêcher de mourir durant votre sevrage ou qui va empêcher votre cerveau d'avoir des dommages en plus des vitamines, ce sont les benzodiazépines. Et je vous donne un exemple ici d'un protocole de sevrage sur une base externe. Si vous êtes capable de faire un sevrage sur une base externe, c'est que vous êtes entouré, vous êtes déjà dans les AA, votre alcoolisme n'est pas trop sévère. C'est peut-être la première fois que vous essayez de le faire, parce que dans le fond, ça ne vous tente pas d'aller en désintox interne. Et votre médecin devrait vous prescrire 6 à 10 jours de médicaments sur une dose décroissante. Pas 2 mois renouvelables 3 fois. Malheureusement, ça se fait souvent. Donc, les messages clés à retenir pour ce qui est du sevrage d'alcool, c'est que l'exposition chronique à l'alcool donne plus de séquelles neurologiques, amène des déficits neuronaux persistants
en partie réversible avec une abstinence prolongée. Un sevrage mal contrôlé, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de benzodiazépine. Un sevrage mal médicamenté, ça veut dire qu'il y a plus de risque de délirium tremens, de convulsions, de dommages cérébraux. Des antécédents de sevrage mal médicamenté, ça veut dire une persistance d'être plus à risque de rechute, même s'il y a des longues périodes d'abstinence, puis il y a une aggravation des sevrages subséquents. Afin de prévenir les rechutes à la suite d'un sevrage, il faut proposer à tous les patients un soutien psychoéducatif, donc une psychothérapie, une participation active dans les groupes de sport comme les AA, et une médication peut être utile aussi. Donc, le traitement de l'alcoolisme et des troubles de la dépendance, plus spécifiquement, les gens ne consultent pas le médecin par vertu, mais par nécessité. Vous êtes allé voir le médecin ou un membre AA parce que vous étiez dans la merde. Dans la merde physiquement parce que votre santé n'en pouvait plus. Dans la merde financièrement parce que vous êtes en train de perdre votre emploi ou vous l'aviez déjà perdu. Dans la merde émotive parce que votre conjointe ou votre conjoint vient de vous laisser puis veut la garde des enfants de façon unilatérale. Ou dans la merde parce que la police vous court après. Ou peut-être un criminel. Donc, parce que la maladie vous amène jusque-là. Si vous avez réussi à changer votre fusil d'épaule puis à débuter un chemin sur la sobriété avant, mais tant mieux pour vous, vous êtes chanceux. Il faudrait conclure, le docteur. Oui. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ben, on doit référer à des centres de réadaptation, aux urgences, aux programmes d'aide aux employés. Dans les CLSI, il peut y avoir des programmes spécifiques. On doit consulter en psychiatrie pour évaluer vos autres problèmes de santé. On peut consulter un travailleur social pour vos problèmes avec vos enfants, votre famille, etc. Vos problèmes financiers peuvent être gérés par un gestionnaire financier si vous avez de l'argent à gérer. Pour prévenir les rechutes, ben, on peut utiliser, comme je vous ai dit, une médication ou le mouvement des AA ou les psychothérapies. Je crois que c'est Bill qui a... Non, je pense que c'est le Dr. Bob dans son local à New York. C'est quelqu'un qui me l'avait compté, mais je me suis trompé. Mais a lots of meetings, a lots of chances. Few meetings, few chances. No meetings, no chances. Beaucoup de meetings, beaucoup de chances. Peu de meetings, peu de chances. Pas de meetings, pas de chances. On va conclure là-dessus, Dr. Lapierre. Parce que là, on voudrait avoir une petite période de questions. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde pour votre attention. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je suis content d'avoir arrêté de boire. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, il y a un micro ici à l'avant. On va avoir à peu près une dizaine de minutes, 10-12 minutes pour pouvoir poser des questions au Dr. Lapierre. S'il vous plaît, vous avancez au micro. Bonjour, Dr. Lapierre. Merci beaucoup pour votre conférence. Moi, mon nom, c'est David, je suis membre à l'ANON. Je sais, vous parlez beaucoup du traitement de l'alcoolisme envers l'alcoolique. Mais d'autres, on sait que l'alcoolisme, c'est un mal familial. C'est pour ça que peut-être dans le futur, il y a aussi votre corps médical aide les familles, les enfants, l'entourage. Et on sait qu'un alcoolique dérange 40 personnes. C'est juste ça que j'ai réglé ça, attendre juste peut-être 2 minutes. Mais c'est correct. Merci beaucoup de votre partage. Ça me fait plaisir, mais vous me permettez, David, dans la fin que j'ai escamotée, j'en parlais un petit peu, mais c'est clair, quand je parle d'intégration du traitement, ça inclut l'entourage de la famille. J'en ai glissé un petit mot, un bref mot tantôt, que votre maladie affecte tout le monde autour. Et votre maladie, c'est aussi de créer le vide autour de soi. Donc, si on crée le vide, c'est parce que tout le monde fuit. Votre maladie crée des dommages, des fois irréversibles à l'entourage, et on doit donner un support à cet entourage-là. Il y a aussi un phénomène qui se développe pour les gens qui ont consulté à l'ANON, qui sont habitués. Vous avez tous entendu parler de la codépendance. La maladie se développe à 2 ou à plusieurs. De par l'aide qu'ils veulent vous offrir et la protection qu'ils veulent vous donner quand vous êtes en consommation, malheureusement, les gens finissent par vous nuire parce que vous n'êtes pas confrontés aux vraies conséquences de votre consommation.
jusqu'à temps qu'on vous dise non, enough is enough. Alors, merci pour votre commentaire, David. La deuxième question. Bonjour, Dr. Lapierre. Mon nom est Jean et moi, je suis définitivement un alcoolique. Ma question, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre présentation, c'est quand vous avez dit que les gens avec des troubles de personnalité antisociale ont 21 fois plus de chances de devenir alcooliques. Et je voulais savoir que si le trouble antisocial, est-ce que ça inclut la peur de parler en public, la peur des gens en général? C'est quelque chose dont moi j'ai souffert beaucoup, là. Oui. C'est une excellente question, mais non, c'est un terme très spécifique, le trouble de personnalité antisociale. Je vous dirais que Vito Rizzuto a une personnalité antisociale, le chef de la mafia. Okay? C'est un homme distingué, très intelligent, rationnel, mais il a son propre code de conduite. Il le respecte, ce code de conduite-là, avec tous les honneurs possibles. Mais il se fout des autres codes de conduite. Ça, c'est un trouble de personnalité antisociale. Mais c'est pas parce que vous êtes asocial ou peu enclin à vous impliquer en société ou que vous souffrez de phobie sociale, d'anxiété face à la pression de performance, que vous êtes pas un trouble de personnalité antisociale si vous avez ces caractéristiques-là. Vito Rizzuto a un trouble de personnalité antisociale. Merci. Juste une dernière petite question, un commentaire que j'ai à faire. Ma mère était alcoolique. Ma mère était une jumelle identique. Et sa jumelle identique n'aimait pas du tout l'alcool. Je voulais juste avoir vos commentaires là-dessus. Excellente question. Effectivement, les jumeaux identiques, je ne connais pas les pourcentages, mais le risque que le jumeau ait aussi la maladie, il me semble avoir déjà vu 80-90% de chance. C'est pas à 100%. Parce que, si vous avez bien retenu, dans la diapo où j'en parlais, il y a, dans les facteurs contributifs, il y a les gènes, principalement, mais il y a aussi la résilience personnelle, le contexte culturel, donc l'expérience vécue par la personne et l'exposition à la substance. Alors, ces autres facteurs-là viennent moduler la façon dont on va s'exprimer potentiellement la maladie chez quelqu'un. Merci pour votre question. Et on connaît tous des alcooliques qui ont eu des enfants qui ne le sont pas, et on connaît des alcooliques qui avaient des parents qui ne l'étaient pas. Exact. Prochaine question. Docteur Lapierre, bonjour, mon nom est Yvan Lamieux, je suis un alcoolique. Merci pour toutes vos explications. J'aimerais savoir, dans la littérature AA, on définit médicalement l'alcoolisme comme une allergie à l'alcool et comme une obsession. Est-ce que c'est encore actuel, ça? Est-ce que c'est encore valable? Je vous dirais, c'est une façon imagée de le voir. C'est pas vrai que c'est une allergie, mais c'est facile à comprendre comme ça. Je peux aisément dire, effectivement, on peut le concevoir comme une forme d'allergie, même si c'est pas médicalement véridique. Une obsession, oui, en soi, c'est une forme d'obsession, l'alcoolisme, mais ce n'est pas une obsession comme quelqu'un qui a un trouble obsessif-compulsif va avoir en se préoccupant qu'il va manquer de sécurité ou qu'il va avoir atteinte à sa personne s'il ne va pas vérifier que la porte est bien barrée, puis qu'après l'avoir barrée, il va encore avoir l'obsession, il va falloir qu'il la revérifie compulsivement. On ne parle pas du même mécanisme neurologique. Mais en soi, la consommation, la dépendance, l'alcoolisme, la toxicomanie, le gambling, ce sont des obsessions sur obtenir une gratification immédiate. Sinon, je vais me sentir vide. Mais la résultante, c'est que tu te sens quand même vide. Je vous remercie. Merci. Bonjour, Dr. Lapierre. Mon prénom est Madeleine, je suis alcoolique. Merci de votre conférence, très intéressante. Est-ce que l'alcooliste ne serait pas selon la loi de Mendel? C'est une bonne question. Pour ceux qui ne savent pas, Mendel est un grand biologiste qui a émis les bases de la génétique avec l'attribution des caractères. Là, par exemple, si on a un parent qui a les yeux bleus ou les yeux bruns, combien de chances on va avoir que notre enfant ait les yeux bleus et les yeux bruns? Je répondrais non, parce que ce n'est pas un seul gène qui est impliqué, c'est plusieurs gènes qui sont impliqués dans la maladie et de façon différente. Alors, il n'y a pas
À mon avis, et là je vous parle en déduction parce que je ne suis pas un expert généticien, mais avec ce que je comprends de la maladie, il n'y a pas une transmission de façon mendélienne des caractères génétiques dans la maladie. Mais est-ce qu'il y a une influence génétique pour la transmission de la maladie? Bien sûr. 80% de la maladie peut s'expliquer par les gènes, selon les données qu'on a pu recueillir, selon les statistiques. Est-ce que ça répond à votre question? Je ne sais pas. Est-ce que cette loi-là serait dépassée? Non, la loi... Vous appelez à l'école, elle serait dépassée? La loi de Mendel n'est pas dépassée. Elle est encore applicable pour bien des gènes. Mais ce ne sont pas toutes les maladies qui répondent à ces lois spécifiques de Mendel dans la transmission des caractères. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais donc c'est parce que c'est pas simple. Je vais le voir après. Merci. Ça va être la dernière question. La dernière, OK. Je m'appelle Andréane, je suis alcoolique. Bonjour. Anxieuse aussi. Puis ma question est un peu plus technique par contre. Vous avez parlé de traitement intégré, puis je me demandais si une personne, par exemple, qui aurait la schizophrénie ou un trouble anxieux sévère, puis qui consomme de l'alcool, est-ce qu'on le traite de la même façon au niveau de la médication? Par exemple, un schizophrène, est-ce qu'on augmenterait ses doses s'il consomme de l'alcool, sachant qu'il y a une interrelation? Ou on garderait, parce que souvent j'entends des médecins encore me dire parfois on va attendre qu'il arrête de consommer avant de traiter mieux le symptôme, ou on le traite quand même puis on augmente les médicaments. C'est ma question. Oui, votre question est très claire. Pour faire court, il faut faire les deux en même temps. Mais, plus spécifiquement, tant que la personne consomme et qu'elle a un problème psychiatrique et qu'elle prend des médicaments pour son problème psychiatrique, c'est de la merde. Donc, ça ne donne rien d'augmenter les doses de médicaments pour traiter un symptôme psychiatrique ou un schizophrène décompensé tant qu'il continue à consommer, par exemple, du pot, qui va le rendre encore plus fou, ou de l'alcool qui va le rendre plus anxieux et décompensé, parce qu'on ne traite rien. C'est comme essayer de traiter un déprimé qui est alcoolique. Arrêter de boire, 80% des dépressions chez un alcoolique vont se résoudre par elles-mêmes parce qu'on arrête de boire. L'alcool est un dépresseur. Alors, le traitement, c'est pas de donner un antidépresseur à un alcoolique, c'est qu'il arrête de boire. Et là, si la dépression persiste, là, on ajoute un antidépresseur. Et temporairement, pendant la période de sevrage et de transition où on n'est pas sûr qu'est-ce qui est dû à quoi, on peut quand même donner des médicaments pour atténuer les symptômes, permettre à la personne de retrouver un équilibre de vie, donc de bien dormir, de bien manger, d'être moins anxieux et de se donner des bases solides pour embarquer dans le chemin de la sobriété. Merci beaucoup, Dr. Lapierre. Maintenant, les personnes qui veulent le remercier, vous pouvez le faire à l'extérieur. On doit quitter la salle pour 2h30. Fait que si vous voulez, on va réciter la déclaration de responsabilité. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle dehors soit là. Et de cela, je suis responsable. Merci, Dr. Lapierre. Merci à tout le monde.